19 h, vous êtes sur Public Sénat, voici les titres de ce soir. Rien ne va plus entre la France et la Libye. Tripoli envisage de rompre les relations diplomatiques avec Paris, tandis que Nicolas Sarkozy propose à l'Union européenne des frappes aériennes ciblées sur le pays de Mouammar Kadhafi. La France est la première à reconnaître officiellement l'opposition libyenne comme seul représentant officiel. Pas de révélation majeure. L'audition de Jacques Servier ce matin au Sénat par la mission d'information sur le Mediator n'a pas vraiment permis de faire avancer la vérité. Le ministre de la Santé rejette la proposition du laboratoire d'indemniser les victimes exclues des procédures légales en échange d'un abandon des poursuites judiciaires. Joyeux anniversaire, le site publicsénat.fr souffle sa première bougie, véritable portail d'information politique. Vous trouvez sur publicsénat.fr des interviews exclusives, des tweets des politiques, des articles de décryptage ou encore des vidéos bonus. À découvrir aujourd'hui les confidences de François Bayrou. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette édition du 19 h. Le torchon brûle entre la France et la Libye. Ce matin, Nicolas Sarkozy a reconnu comme seul représentant officiel de Tripoli l'opposition à Mouammar Kadhafi. C'est le premier pays à le faire. Le président de la République a également proposé à l'Union européenne des frappes aériennes ciblées contre le régime du colonel. En réponse, Tripoli envisage de rompre les relations diplomatiques avec Paris et menace de révéler un grave secret qui pourrait faire chuter Nicolas Sarkozy. Margot Aubrio. L'Europe hésite, Nicolas Sarkozy, lui, prend les devants. Le président n'a pas attendu le sommet européen de demain pour accentuer la pression sur le colonel Kadhafi. Il devrait proposer à l'Union européenne d'engager des frappes aériennes ciblées sur la Libye et de brouiller les systèmes de transmission de l'armée libyenne. L'annonce n'est pas confirmée par l'Elysée, elle est diplomatiquement sensible. Car déjà ce matin, Nicolas Sarkozy crée la surprise et devient le premier chef d'État à reconnaître l'opposition libyenne comme seul représentant légitime du peuple libyen. À l'issue de sa rencontre avec les émissaires des rebelles, la poignée de main est chaleureuse et le message diplomatique très clair. Pour la France désormais, la Libye, ce n'est plus le colonel Kadhafi. Sur la base de cette reconnaissance, nous allons rouvrir notre représentation diplomatique et un ambassadeur de France sera envoyé à Benghazi. Initiative française d'un côté, mais retenue européenne de l'autre. Paris a bien reçu le soutien du Parlement européen. Celui-ci demande à la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, d'entamer le processus de reconnaissance officielle du Conseil national de transition. Mais à Bruxelles, c'est la surprise. L'empressement français laisse les ministres des Affaires étrangères sceptiques. Quant à la réponse du colonel Kadhafi, elle est cinglante. Il envisage de rompre ses relations diplomatiques avec la France et menace de révéler un grave secret qui entraînerait, selon lui, la chute du président français. Et sur le terrain, la Croix-Rouge dit se préparer au pire. Les rebelles fuient Ras Lanouf, qui est bombardé par le régime libyen. Il y a au moins 4 morts et 35 blessés. L'armée de Mouammar Kadhafi avance maintenant vers Benghazi, bastion de l'opposition. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jocelyn de Rohan, espère que Nicolas Sarkozy arrivera à convaincre l'Union européenne d'intervenir. Ce que nous souhaitons, c'est que, même si certains ne veulent pas participer à des opérations ciblées, ils donnent l'autorisation aux autres de le faire. Et donc, si un certain nombre de nos partenaires sont moins allants que nous, ils doivent nous laisser la possibilité de l'être, bien entendu, dans des conditions qui restent aujourd'hui à déterminer. Et pour l'instant, l'Italie refuse de participer à des frappes en terre libyenne. L'Allemagne ne veut pas être aspirée dans une guerre en Afrique du Nord. Les États-Unis, quant à eux, sont en train de fermer l'ambassade libyenne sur leur sol. Et Hillary Clinton s'apprête à rencontrer l'opposition à Mouammar Kadhafi. Pas question de toucher à la loi de 1905. La laïcité est un principe intangible. C'est le message de François Fillon qui a prononcé un discours ce matin à la préfecture de police de Paris. Le Premier ministre assistait à la cérémonie de naturalisation de 34 nouveaux Français. Sandra Cerquera. L'occasion est bien choisie par François Fillon qui s'invite dans le dossier sensible de la laïcité. Ce matin, il a remis lui-même les décrets de naturalisation à une trentaine de personnes, des nouveaux Français venus des 4 coins du monde. Quelques minutes avant, il rappelait combien la laïcité fait partie de l'histoire de la France. Être français, c'est adhérer à des lois, à des valeurs, à des règles de vie commune. Vous avez souhaité non plus seulement vivre en France, mais devenir français. Ça doit être pour vous un honneur.
C'est la première fois qu'il s'exprime depuis la demande de Nicolas Sarkozy de mettre en place un débat sur la laïcité. D'ailleurs, au départ, il n'y était pas favorable. Pas question de toucher à la loi de 1905, mais François Fillon n'exclut pas des aménagements. Autrement dit, permettre aux pratiques d'évoluer pour que les musulmans puissent avoir des lieux de culte, là où le besoin s'en fait sentir. Je me réjouis qu'il fasse des ouvertures, très vraisemblablement, sur la question du financement des lieux de culte musulmans. En effet, pour des raisons historiques, les musulmans sont venus après la loi de 1905. Ils ont peu de lieux de culte, en tout cas pas assez par rapport au nombre de fidèles aujourd'hui. La sénatrice Bariza Chiari a assisté à la cérémonie. Pour elle, François Fillon a tenté de jouer l'apaisement. Il y a des propos honteux qui ont été tenus. Donc je pense qu'il a voulu rétablir un petit peu les choses. C'est bien qu'il ait parlé de la laïcité en ces termes, mais un débat sur la laïcité, c'est pour moi un débat contre l'islam. Non à un islam bouc émissaire, c'est l'intitulé du débat qui a lieu en ce moment même à la Grande Mosquée de Paris. Voilà, et le discours de François Fillon tranche avec les propos très controversés de la députée Chantal Brunel. Elle avait proposé, je vous le rappelle, de remettre les immigrés dans des bateaux. Déclaration qui n'en finit plus d'être commentée et dénoncée, y compris par Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'a confié Nadine Morano sur notre antenne. La ministre en charge de l'apprentissage et de la formation professionnelle a déjeuné avec le président de la République. Il a dit que c'était une bêtise, voilà. Bon, c'est un moment de la vie où on peut dire chacun d'entre nous tous une bêtise et qu'il ne faut pas en faire non plus toute une histoire. C'est pas une affaire d'État, c'est une grosse bêtise, point. Et Nicolas Sarkozy qui promet des sanctions en cas d'alliance UMP Front National aux élections cantonales. Plafonner le prix de l'essence à 1,50 € pour les 20% des ménages les plus modestes, c'est la proposition du député de Paris, Yves Cochet. Une sorte de tarif social de l'essence à l'image de ce qui existe pour le gaz ou encore pour l'électricité. La proposition ne fait pas que des heureux, le gouvernement y est opposé. Flora Sauvage. Record battu depuis celui établi en juin 2008. Jamais le litre d'essence à la pompe n'a été aussi cher. 1,50 € le litre de samplon 95, 1,35 € celui du gazole et des ménages modestes étranglés par des dépenses qui augmentent. Le député vert Yves Cochet suggère une solution pour remédier à ce problème. Ma proposition provisoire pour l'année 2011, c'est qu'il y ait un tarif social, disons, de l'essence, de telle manière que pour ces 20% les plus défavorisés, eh bien, on n'aille pas au-delà de 1,50 € le litre. Alors, ceci, contrairement à ce que croit Madame Lagarde, ne coûterait pas 1 € à l'État, puisque ça serait fait par un sorte de prélèvement exceptionnel sur les bénéfices de Total. Et Total est la plus grande entreprise française, un grand pétrolier mondial. Même refrain chez certaines associations de consommateurs. Les autorités publiques ont les moyens, s'ils le veulent, de remédier à cette hausse du carburant qui pénalise les revenus modestes. 65% du prix du carburant est constitué de taxes et que donc les pouvoirs publics ont toute latitude pour plafonner le prix des carburants à travers une modulation des taxes et que là-dessus on peut agir. Mais pour la ministre de l'économie, Christine Lagarde, il n'est pas question d'agir et de pénaliser les dépenses publiques. On ne peut pas prendre des mesures de ce type-là à une époque où on doit impérativement tenir les finances publiques, on doit restreindre la dépense, mais on ne peut pas non plus couler le déficit. Pour l'instant, le gouvernement ne semble pas prêt à faire un geste. Christine Lagarde a exclu toute baisse des taxes liées au carburant. Un discours maîtrisé, répété sans faille, voilà ce qui est ressorti de l'audition de Jacques Servier ce matin à huis clos par la mission d'information du Sénat sur le Mediator, ce médicament destiné aux diabétiques en surpoids, largement détourné en coupe-faim, qui a fait entre 500 et 2000 morts en 33 ans avant d'être retiré du marché en novembre 2009. L'audition au Sénat n'a pas vraiment permis de faire avancer la vérité, d'après le président de la mission d'information, Marie Brémaud. Passage discret de Jacques Servier dans les couloirs du Sénat. Venu pour son audition dans le cadre de la mission parlementaire, le fondateur des laboratoires a soigneusement évité les journalistes. Après 1h30 face aux sénateurs, c'est son équipe communication qui répond à la presse. Quand nous mettons en place un fonds d'indemnisation qui permet à tous les patients de venir demander une indemnisation, c'est parce que nous pensons aux patients en premier lieu. Mais il y a une condition non négociable pour que les victimes du Mediator puissent bénéficier de ce fonds complémentaire d'indemnisation. Elles doivent renoncer à toute poursuite judiciaire à l'encontre du laboratoire. Le ministre de la Santé et les associations de victimes se disent choqués par la méthode, car par cette proposition, Servier ne pense pas qu'aux patients, mais bien à son portefeuille. Quand on dit ne pas aller en justice, c'est qu'on estime que le jour où la somme sera mandatée, elle sera définitive. Or, l'évolution d'une valvulopatrie
cardiopathie ou d'une hypertension pulmonaire, c'est pas à un temps T les dégâts sur le corps, ça peut être 5 ans après, 10 ans après. Et donc on peut s'apercevoir a posteriori d'une évolution grave. Or ces victimes-là, si elles signaient, elles n'auraient plus de recours. Actuellement, plusieurs dizaines de procédures à l'amiable entre les victimes et le laboratoire sont en cours. Voilà, et sur ce plateau, François Autain, sénateur Front de Gauche, bonsoir. Vous êtes le président de la mission d'information sur le Mediator. En face de vous, Philippe Even, le président de l'Institut Necker, chargé par l'Élysée d'une autre mission sur le Mediator. À l'issue de l'audition similaire qui a eu lieu la semaine dernière à l'Assemblée nationale, Jean-Marie Le Guen s'était dit déçu. On n'a pas progressé sur le plan de la vérité, avait-il dit. Quel est votre sentiment à vous, à l'issue de votre audition? À la différence de Jean-Marie Le Guen, moi je n'ai pas été déçu puisque je n'attendais rien de cette audition. Et effectivement, nous avons assisté de nouveau, le laboratoire a donc indiqué que ce médicament n'était pas un coupe-faim. Alors la question qui se pose et qui me semble essentielle, c'est alors pourquoi est-ce qu'un médicament qui est présenté comme un antidiabétique a été prescrit comme un coupe-faim? Vous lui avez posé cette question? Oui, et la question... Et il n'a pas répondu? On a répondu à côté du sujet en minimisant les prescriptions hors AR, comme on dit hors AMM, c'est-à-dire les prescriptions de coupe-faim, comme coupe-faim, en estimant qu'elles n'avaient pas été aussi importantes que certains ont bien voulu lire, notamment l'assurance maladie. C'est ça aussi pour vous, Philippe Even, la question fondamentale. Pourquoi est-ce que ce qui est un antidiabétique a été prescrit comme un coupe-faim? Pour moi, cette histoire, elle est coulée dans le bronze. Je veux dire qu'on ne la retouchera pas. Ce qu'il y a dans le rapport Ligas, c'est prouvé à chaque ligne. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il y a eu une tromperie au départ, de multiples manœuvres pendant 35 ans pour bloquer l'action d'un système de contrôle du médicament qui n'était d'ailleurs pas très combatif. Il y a eu une poussée vers les médecins pour qu'ils utilisent le médicament comme un coupe-faim et non pas du tout comme un antidiabétique. D'ailleurs, à la fin, il y a plus que 30% de diabétiques qui prennent le médicament et 70% ne sont pas diabétiques du tout. Une poussée du laboratoire? Oui, clairement. Donc la responsabilité, clairement, pour vous, c'est celle du laboratoire et de Jacques Fervier? Pour moi, non, elle est double. Il y a une responsabilité du laboratoire parce qu'il a menti en permanence, mais il y a une responsabilité des agences de l'État qui ont laissé passer des mensonges qui se voyaient franchement comme le nez au milieu de la figure. François Autain? Oui, effectivement, il y a un vrai problème, c'est que les autorités sanitaires sont incapables de développer un discours qui soit différent de celui des laboratoires. En effet, dans les années 90-2000, le directeur de l'évaluation de l'époque maintenait et disait que le Benfluorex n'était pas un anorexigène, mais un antidiabétique. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'en 2010, ce directeur de l'évaluation a répété exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il considère aujourd'hui encore que ce médicament n'est pas un coupe-faim. Et en cela, il est tout à fait d'accord avec les déclarations du laboratoire. Donc, à mon sens, la responsabilité principale incombe aux autorités sanitaires qui n'ont pas su prendre les mesures qu'ils auraient dû prendre pour suspendre ce médicament qui avait des effets délétères très importants alors que le bénéfice qu'on en attendait était pratiquement nul. L'idée d'indemniser les victimes exclut des procédures légales à condition qu'elles renoncent aux poursuites judiciaires. C'est une façon d'acheter leur silence, ça vous choque? C'est pas nouveau, c'est comme ça dans beaucoup de pays du monde. Tant qu'il n'y aura pas ici des actions de groupe, ce qu'on appelle aux États-Unis les class actions, c'est-à-dire la possibilité pour les malades de se réunir de façon à avoir les moyens de recruter des avocats de haute gamme, et ça n'est pas facile, il n'y en a pas beaucoup et ça coûte très cher, c'est pas un patient tout seul qui peut le faire. Tant qu'il n'y aura pas cette ouverture, et pardonnez-moi, mais les parlementaires en sont en partie responsables, pas vous en particulier, mais enfin c'est eux qui bloquent la création de possibilités d'action de groupe en France. Il me semble que... Il y a des initiatives dans ce sens, de Claude Barthelon notamment. Il y en aura d'autres d'ailleurs. Mais peut-être seulement dans un premier temps dans le domaine de la santé qui est quand même le plus sensible pour les Français. Mais cette proposition qui a été rejetée par le ministre de la Santé Xavier Bertrand, vous en pensez quoi? Elle vous choque? Elle vous semble... C'est un minimum Écoutez, c'est essayer de payer 4 sous pour se tirer d'affaire. C'est pas autre chose, bien sûr.
Oui. François Autain. Écoutez, je vais vous citer un exemple. On sera aux États-Unis, effectivement. Je pense que le principe de la transaction est constant. Hein. Je dirais même que les laboratoires souhaitent la transaction plutôt que de recourir au procès, hein, puisqu'ils savent que s'ils vont devant le juge, ils vont être conduits à payer des sommes astronomiques. Imaginez que pour l'isoméride... Et attendre très longtemps, en plus. Peut-être moins longtemps que chez nous, mais enfin plus longtemps, bien sûr. Hein. Mais imaginez pour l'isoméride, par exemple, qui est ce coupe-fin qui a été retiré du marché aux États-Unis. Le laboratoire qu'il commercialisait aux États-Unis a provisionné 15 milliards d'euros. Et en France, vous savez combien l'isoméride a coûté au laboratoire Servier? 650 000 euros. Donc vous voyez qu'il n'y a pas photo. Hein. Donc en mettant 20 millions d'euros sur le tapis, en regard de ces 640 000 euros, on peut considérer que le laboratoire Servier fait un don extraordinaire. En fait, c'est vrai que c'est une proposition qui n'est pas recevable dans le contexte juridique français, d'autant plus que ceux qui vont accepter cette transaction ne pourront plus engager une action devant les tribunaux. Et ça n'est pas acceptable. Qui s'aggravent au cours du temps. Oui, et puis même on s'apercevra peut-être que dans quelques années, les tribunaux seront beaucoup plus généreux que Servier. Et beaucoup de regrets naîtront chez ceux qui auront accepté cette transaction. C'est un moyen de faire taire les patients. C'est un moyen de faire taire, oui, bien sûr. Oui. C'est pas autre chose. Oui, absolument. Rappelez-vous, c'est presque 4 milliards de chiffre d'affaires tous les ans, Servier. Alors 20 millions. Donc 20 millions de fonds. Bon, c'est un premier montant, a-t-il dit. Jacques Servier, vous l'avez trouvé comment? Il a fait preuve de compassion envers les victimes? Alors écoutez, il n'y a pas eu de signe extérieur de compassion, hein. Mais en tout cas... et ses collaborateurs non plus? Ses collaborateurs non plus. En revanche, son président exécutif, que nous recevions quelques jours avant, a fait preuve de beaucoup de compassion. Il a même eu des manifestations extérieures de compassion. C'est-à-dire il avait les larmes aux yeux, effectivement. Effectivement, il y avait... ça avait l'air authentique et sincère. Oui, effectivement, je pense qu'il faut considérer que c'est une épreuve pour des gens comme lui et comme d'autres, hein, comme les cadres qui se sont investis dans cette entreprise et qui voient du jour au lendemain ces accidents multiples survenir. Et c'est vrai que c'est pas facile à vivre, hein, même si ils ont effectivement une responsabilité qui reste bien sûr à établir, hein, dans ce domaine. Mais encore une fois, la responsabilité des autorités sanitaires, à mon avis, est entière et mérite d'être sanctionnée. En deux mots, le comportement de Jacques Servier dans toute cette affaire, comment vous le jugez? Écoutez, j'ai presque de la commisération, parce que, bien sûr, il a menti pendant 35 ans. Bien sûr, il a utilisé toutes les manœuvres dilatoires pour maintenir ce produit. C'est même pas un médicament, il n'a pas d'effet bénéfique. Mais à aucun moment il n'a prévu, et personne n'a prévu, l'ampleur des conséquences d'une molécule qui, 5 ans, 10 ans après, allait entraîner fréquemment des maladies très graves. C'était, il est vrai, impossible à prévoir. Donc il est responsable, objectivement. Mais disons qu'il n'avait pas... il n'y a pas de culpabilité. Est-ce qu'il ne peut pas au moins reconnaître qu'il est responsable? Ce serait déjà un premier signe de regret. J'estime qu'il y a un progrès quand même dans son attitude. Puisque lors de sa conférence de presse annuelle, de son discours annuel, lors des vœux, il a indiqué qu'il ne reconnaissait aucun mort imputable au Mediator. Or, lors de cette audition, il a reconnu, malgré tout, éventuellement, il a reconnu 4 décès éventuellement imputable au Mediator. Donc ce qui constitue malgré tout un progrès par rapport à ses déclarations antérieures. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Comptabiliser les votes blancs, c'est le combat de l'ancien auteur des Guignols, Bruno Gassio, pour le producteur de Canal+. Ce changement permettrait de faire revenir ceux qui ne votent plus vers les urnes. Il est donc allé voir un constitutionnaliste, Guy Carcassonne, qui a rédigé un amendement, et il a trouvé un parlementaire socialiste qui s'est engagé à le présenter dans la loi de simplification du Code électoral. Patrick Jean-Pierre. Le vote blanc, c'est ne pas voter. Pas voter du tout. De ne pas voter, de s'abstenir. Complètement.
Je ne sais pas. Beaucoup d'entre nous ont sans doute déjà voté blanc, un vote qui présente un intérêt politique réel. Pourtant, entre abstention, vote nul ou blanc, même certains élus s'y perdent un peu. C'est un vote nul, malheureusement. Or, il faudrait que le vote blanc soit reconnu comme un vote, une volonté délibérée de voter quelque chose. En vérité, il existe un flou juridique autour du vote blanc. Il n'a pas de régime propre aujourd'hui. Le code électoral ne le définit que par ses effets, comme pour les bulletins nuls. Le vote blanc est par définition raisonné. C'est quelqu'un qui veut manifester quelque chose. Je ne suis pas un abstentionniste, je ne suis pas un pêcheur à la ligne. Je tiens à me déplacer pour aller au bureau de vote. Simplement, je souhaite signifier que les candidats qui se présentent à mes suffrages ne me conviennent pas. Guy Carcassonne, tout comme d'autres, est donc favorable à une reconnaissance du vote blanc. On connaît exactement le nombre des abstentionnistes. Tout ce que souhaite Bruno Gassio, et je pense qu'il a tout à fait raison, et que l'on puisse demain connaître exactement aussi le nombre des votes blancs. Il suffirait d'un amendement pour changer la donne et comptabiliser les votes blancs, ce qui n'aurait pas pour autant d'effet sur les résultats d'une élection. Bonsoir Bruno Gassio. Bonsoir. Pour vous, comptabiliser les votes blancs, c'est un bon antidote à l'abstention? Ça peut en être un, je n'en suis pas sûr, mais on peut essayer. Est-ce que c'est un antidote contre les votes nuls qu'on déchire ou sur lesquels on s'énerve? Je n'en sais rien, mais on peut essayer. C'est tellement simple à faire, c'est tellement simple à faire passer que je ne comprends pas pourquoi ça n'est toujours pas fait. Oui, surtout que c'est pas nouveau, on en parle depuis longtemps. Oui, j'ai regardé tous les gens qui avaient préparé des... Alors, Et pourquoi c'est jamais passé à votre avis? Je pense que c'est parce que ces gens ont compliqué à l'extrême la signification du vote blanc. Ce que vient de dire Guy Carcassonne est d'une simplicité biblique. J'ai envie de voter, je suis un bon citoyen, le choix que vous me proposez ne me convient pas, je le signifie. En droit, ça n'a aucune implication. On ne va pas arrêter une élection. Par contre, ça ne changera pas le résultat. Ça ne changera pas le résultat. Mais on ne veut pas changer le résultat. Simplement, on veut dire, j'aimerais en tout cas qu'on dise, parce que j'ai l'impression que ça, si je suis ici, si Guy Carcassonne a travaillé sur cet amendement, c'est que ça intéresse quand même des gens. Et on est un certain nombre, je m'en rends compte comme ça en me promenant, parce que je fais la promotion d'un livre en ce moment, à se dire, on est des bons citoyens, on veut aller voter, mais le choix qui nous est proposé ne nous convient pas. Comment le dit-on? Pas en allant à la pêche, ça c'est être contre la démocratie. Pas en froissant ou en écrivant sur un bulletin « je ne vous aime pas » et mettre le bulletin pour signifier à qui? À un scrutateur qui le verra, qui va le jeter? Non, comptons le nombre de votes blancs. Et c'est très très simple à faire. C'est votre façon à vous de commencer une révolution, puisque donc votre livre, vous en parliez, la révolution, on se rappelle, vous reprochez aux autres, aux pauvres, en tout cas ceux qui sont reproche exploités. aux pauvres, faites très attention à ce que vous dites. Ceux qui sont exploités par le système, de ne pas se révolter. Je m'en étonne surtout, je suis très étonné. Vous leur reprochez, vous engueulez ce SDF qui... Je me permets de vous contredire, et c'est bien à contre-cœur, croyez-moi. Mais le SDF me déclenche quelque chose. Il me demande de l'argent, je lui dis non. Il me demande d'acheter macadam, je lui dis non. Et il me dit merci et bonne journée. Et je lui dis pourquoi vous dites ça? Et je commence effectivement à l'engueuler en disant c'est pas normal, révolte-toi, sors un couteau, pique-moi, vole-moi, révolte-toi. Et il me dit mais pourquoi vous m'agressez? C'est-à-dire que je deviens l'agresseur. Je prends mon train, parce que ça se passe dans une gare, et dans le train, je culpabilise, j'ai honte de ce que j'ai dit. Évidemment que c'est pas très malin de dire ça. Mais tout me revient d'un coup. Mes propres renoncements, ce que moi je n'ai jamais fait, mes propres combats faciles. En 2002, aller crier Chirac, président, à bas Le Pen, c'est le combat facile et gratuit par excellence dans lequel tout le monde s'est engouffré, y compris moi. Je suis allé chanter la Marseillaise bêtement. Alors que le choix que moi j'aurais voulu faire à ce moment-là, c'est de dire je ne veux pas choisir. Qu'est-ce que vous faites vous pour la révolution? Eh ben voilà, par exemple, je m'interroge d'abord, je me sens coupable, donc j'explique cette culpabilité. Ensuite, au fil des gens que je rencontre, naît cette idée de comment faire quand on n'est pas d'accord avec un système, parce que la révolution nous a rattrapés en fait. Le titre nous a rattrapés, puisqu'il y a eu des révolutions dans les pays arabes. Voilà, il y a eu des révolutions dans les pays arabes. Sauf que il y en a encore. Voilà, et j'ai dit. C'est facile de virer un dictateur. On m'a regardé, quoi? Je dis, c'est très simple de virer un dictateur. Il ne faut au peuple que la volonté de le faire. Il peut mettre 50 ans à avoir cette volonté, mais lorsqu'il a la volonté, il a une cible très simple. Il concentre sur lui tout l'argent, tout le pouvoir. On lui dit, dégage. Alors, à un moment, il peut dégager. Mais dans une démocratie, on fait comment? On ne peut pas virer le dictateur, il n'y en a pas. Si, on vote.
Ben voilà, on vote. Mais quand le choix qui ne nous convient pas, comment fait-on? Comment fait-on quand les deux partis qui dirigent, en gros, depuis 40 ans, sont toujours les mêmes? Vous dites la même chose que Marine Le Pen. Hein, voilà. Comment faire quand ces partis-là nous disent, en gros, que la mondialisation est quelque chose qui fonctionne et que dans les campagnes françaises, dans les villes normales, je ne parle pas des centres-villes, les gens n'en voient jamais les effets. On leur dit, la mondialisation, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a rien d'autre à faire que ça, mais ils n'en voient jamais les fruits. Ils le voient sur la mondialisation de l'information, par exemple. N'importe qui prend Internet et se rend compte qu'il peut communiquer avec n'importe qui. Quand on lui dit qu'économiquement c'est la même chose, il n'en voit jamais les effets. On nous dit que c'est bien, il faudrait quand même essayer d'en faire la preuve au moins une fois de temps en temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, on a posé la question à nos internautes sur les primaires socialistes. Le Parti socialiste doit-il renoncer à ses primaires? C'est vrai qu'on s'interroge en ce moment face à la montée du FN. Enfin, le Parti socialiste s'interroge. Oui, à 48% ont répondu les internautes sondés par cette question en 2 mots. Vous qui vous dites de gauche et qui accompagnez la gauche. Ben j'aime pas commenter ce genre de truc. J'aime pas commenter les sondages. Les primaires, c'est une bonne chose ou pas? Déjà le mot. Franchement, j'ai certains amis au Parti socialiste. Primaire. Tu vas faire quoi? Je vais être primaire. C'est basique. Appelons ça le grand choix. Appelons ça l'élection, la première élection, la primo-élection, je ne sais quoi. Les primaires. Le mec qui gagne, il est que primaire. C'est pas beau, voilà, c'est pas joli. Le mot est pas joli. Merci Bruno Gassiot. Je rappelle le titre de votre livre, La Révolution, on se rappelle. Et si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez aider le Parti communiste à traquer les candidats UMP au cantonal qui n'osent pas afficher leur appartenance politique. C'est vrai qu'en ce moment, un étiquetage du parti majoritaire peut être un handicap pour les élections. Le PC lance le jeu des 1000 erreurs et fournit gracieusement des affichettes certifiées UMP, 100% UMP ou encore appellation d'origine contrôlée UMP. Des affichettes à aller coller sur les pancartes électorales pour aider les candidats donc à retrouver le chemin de leur identité. Bonsoir Caroline Deschamps. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour fêter le premier anniversaire du site publicsena.fr et pour souffler sa première bougie, notre site s'est offert une interview de François Bayrou. Oui, le leader du MoDem nous donne son sentiment sur le climat politique actuel et il estime qu'en courant derrière le FN, Nicolas Sarkozy commet une faute majeure. On l'écoute. L'UMP et Nicolas Sarkozy, son entourage, ont choisi ce qui est pour moi l'erreur politique par excellence. Ils ont choisi de faire campagne sur les thèmes de leurs concurrents d'extrême droite. Or, quand vous faites campagne sur les thèmes de vos concurrents, vous leur apportez des voix. Et comme les problèmes ne sont pas réglés, évidemment, ça flambe. Alors un entretien à lire, à voir et à écouter en intégralité sur publicsena.fr. C'était quand même un peu fou ce pari de lancer un portail d'information politique. Alors un pari audacieux en tout cas. C'est vrai que quand Gilles Leclerc, le président de Public Sénat, a choisi de faire ce choix stratégique de lancer un portail d'infos politiques et parlementaires, d'aucuns auraient pu douter de la réussite du projet à un moment où on parle du désamour des Français envers les politiques et la politique, à un moment où les pure players, les sites d'infos se cherchent encore un modèle économique. Eh bien, 1 an après, il n'en est rien, puisqu'il y a à peu près entre 900 000 et 1 200 000 connexions par mois. Alors, sur publicsena.fr, qu'est-ce que peut trouver l'internaute? Des articles de fond, des brèves un peu plus légères, hein, quand même, il faut aussi s'amuser, des interviews, et puis des interviews qui parfois créent le buzz. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Moscovici qui l'écrit aujourd'hui sur son blog, puisqu'il nous avait donné un entretien hier, justement, où il s'interrogeait sur la pertinence des primaires socialistes. Bon, bah alors, joyeux anniversaire à publicsena.fr. Merci. Et donc ça se décline quand même, je voudrais le dire, sur Facebook, Twitter, l'iPhone et bientôt les tablettes. Voilà, Caroline. J'espère que vous allez régulièrement sur publicsena.fr, Bruno Gassiot. Merci beaucoup. Non, mais je vais y aller tout de suite pour écouter ce que vient de dire Bayrou. Je vais aller au fond. Non, mais c'est sur Facebook aussi. Viens, on est potes, viens, on est potes. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, à suivre l'émission Pile et Face sur LCP Assemblée nationale. Très bonne soirée.
Ils l'ont dit. Gérard Larcher, Jean-Pierre Bel, Jacqueline Gouraud, Gérard Longuet, Jean-Luc Mélenchon. Ils l'ont dit sur publicsena.fr. Et vous aussi, connectez-vous et réagissez en temps réel à l'actualité politique et parlementaire.